Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Décor. On va commencer par ça, par cette actualité cette semaine qui vous a tous marqué autour de cette table. Ce conseil ministériel tenu par le président de la République sous la présidence du chef de l'État. Une espèce de situation d'urgence par rapport à une situation d'urgence aujourd'hui. Je vais reprendre une déclaration, celle de Sellel, qui promet une année de solidarité et, dit-il, solidarité et de confiance. Il voulait dire austérité. Saïd. Enfin, on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. Moi, j'ai lu dans le détail le communiqué du Conseil des ministres. Ce sont des énoncés de pratiques générales qui n'étaient pas nécessairement, qui ne devaient pas nécessairement être liés à une chute du prix du pétrole. Et en termes contraires, on ne voit pas comment cela va se traduire en politique. Donc, globalement, c'est une sorte de message, oui, on a pris en compte que le pétrole baisse, mais tout va bien. En gros, c'est ça le résumé. On a encore quelques années de tranquillité devant nous. Est-ce que cette réunion annonce quelque chose pour l'avenir? Abed? Non, rien du tout. C'est une posture, ce n'est pas une position politique, c'est une posture. Le gouvernement a senti que l'attitude traditionnelle selon laquelle l'Algérie a mis des dispositifs, pris les mesures, etc., ça ne tient plus. Donc, ils ont décidé d'aller à une nouvelle posture, mais qui ne prête pas à conséquence. C'est des mots et absolument que des mots. Ça ne va pas plus loin. Que l'on revoit le président de la République reprendre les règnes, justement. Voir le président de la République en quelque sorte reprendre les rênes après l'avoir vu complètement impassible face à Mahmoud Abbas 2 jours auparavant, c'était l'image la plus choquante du président de la République qu'on voit ces derniers mois. Moi, je pense que cette réunion, elle était destinée à l'opinion publique, pour montrer que le gouvernement agit, même si le mot rigueur n'est à jamais prononcé, ni par le Premier ministre, ni par aucun membre du gouvernement. Mais c'est une manière de dire, oui, nous sommes en train d'agir pour essayer de freiner cette situation. Il faut aussi préciser que le rôle de l'Algérie au sein de l'OPEP aujourd'hui est totalement insignifiant, après ce qu'a dit le ministre saoudien, qui parle de $20. On parlait d'une position importante de l'Algérie, mais aujourd'hui, l'Algérie ne peut même pas provoquer une nouvelle réunion de l'OPEP pour demander une réduction de la production. Mais bon, le problème peut-être... En fait, je suis tout à fait d'accord avec Abed quand il dit que c'est une posture. Moi, je pense que jusqu'à maintenant, c'était une posture et qu'à partir de cette réunion-là, peut-être que quelque chose va changer. Pourquoi? Parce que les déclarations des ministres étaient restées sur le tempo des années Bouteflika. Waqt al-Khir, on ne va rien changer, c'est la baraka, ne vous inquiétez pas, le programme d'investissement continuera tel quel, les subventions, les prix, rien ne bougera. Nous, on a un collègue, Hassan Haddouche, qui a fait analyse de la situation, parce qu'il a su depuis très longtemps comme journaliste économique, qui dit, moi j'ai le sentiment que Bouteflika a juré que tant qu'il serait en vie, tant qu'il serait en fonction, aucun des prix des principaux produits ne bougera. Et quand on analyse un petit peu, depuis 10 ans, c'est le cas. Et s'il a fait le vœu que rien ne bougera, parce que il veut partir avec ce sentiment que les gens sont à l'aise, etc. Aujourd'hui, il se pose la question, est-ce que c'est possible? En fait, en réunissant les ministres, il leur pose la question, est-ce que c'est possible qu'on continue comme ça? La question se pose, voilà. Et jusqu'à maintenant, il y avait des déclarations d'attente en disant, le ministre des Finances, on a de quoi tenir, chacun avec sa chanson, etc. Pour la première fois, peut-être, on va commencer à envisager de faire des coupes claires dans les budgets et de voir où est-ce qu'on peut commencer à réduire. Est-ce que ça se fera? C'est une autre affaire. Mais on commence à l'envisager. Comment les choses ont été, comment les choses sont annoncées a priori comme ça, le gel de la fonction publique, des recrutements dans la fonction publique, enfin tout cet argent que maintenant sera, en tout cas les grands projets qui seront gérés par les banques, ça c'est pas un pas. Qu'est-ce que vous attendez davantage? Un travail au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire la fiscalité Vous demandez trop. Non, mais... Vous demandez trop au gouvernement. Il n'est pas qualifié pour faire ça. Il n'est pas qualifié, il n'est pas apte, c'est pas sa mission. Il est sorti de le gouvernement algérien est sorti de ce rôle définitivement. C'est un autre système, peut-être, qui va remettre en place un gouvernement dans un rôle de gouvernement. Mais on a des ministres aujourd'hui qui disent qu'ils ne savent pas, qu'ils attendent les instructions du président de la République.
Ils attendent des instructions qui ne viennent pas d'ailleurs. Et donc, ils ne sont pas ni dans la réflexion, ni dans l'action. Ils sont dans l'attente avec une idée qui est fixe. Il faut se remettre en Algérie. Nous avons un agenda qui sera déterminé par la biologie. Et tant que cet agenda est là, aucun prix ne bougera, aucune décision majeure ne sera prise. Le président Bouteflika pense que le pays est en mesure de tenir 3 ans, 4 ans avec les réserves de change et le fonds de régulation. On va dépenser, on va bouffer ces réserves, ça va tenir 3 ou 4 ans, ça lui permettra de partir tranquille. Alors c'est la question que je me pose aussi, parce que pendant des années, nous avons dit que l'Algérie a acheté la paix sociale, que les révolutions en Tunisie, en Égypte et dans les autres pays se sont déroulées parce qu'il n'y avait pas d'argent. Nous, on achète la paix sociale. Mais jusqu'à quand ça va tenir si les prix du baril continuent de baisser, si ces 2-3 années vont passer, et après, que va-t-il se passer ? Est-ce que la rue va se mettre en colère? Est-ce qu'elle va gronder? Est-ce que nous allons vers un changement de régime causé par la chute du prix du baril? C'est ça la question qu'on peut se poser après la fin du mandat présidentiel. Voilà. Moi, je voulais juste, Khaled est allé un peu plus loin, juste illustrer le propos de Abed sur les ministres qui attendent des instructions. Celui qui, à mon avis, incarne le plus cette posture, c'est Ammar Ben Younes. Quand on lit le programme du MPA, de son parti, quand on parle avec lui en tant que chef de parti, il est pour retoucher le système des subventions. Son parti est pour retoucher, pour aller un peu vers la vérité des prix, parce que c'est insoutenable. C'est ce qu'il soutient. En tant que ministre, il vient de déclarer que tout restera pareil, rien ne changera. Parce qu'il ne peut pas dire autre chose. Voilà, je voulais juste... Et cette position-là est celle qui a marqué le gouvernement jusqu'à aujourd'hui. En fait, on a une gouvernance où les ministres ne sont pas des politiques. Ce sont à la limite des secrétaires ou des techniciens chargés de mettre en œuvre une politique qui ne décide pas. Dans un fonctionnement où on a une vraie représentation politique, un ministre défend quelque chose. Et le gouvernement représente quelque chose. Aujourd'hui, je pense qu'on a tendance trop facilement à dire le gouvernement doit couper sur les subventions. En fait, c'est des arbitrages politiques. Le gouvernement représente qui ? Quel intérêt représente-t-il? C'est à partir de ces choses-là, d'une représentation réelle au niveau du Parlement, qu'on fait des arbitrages politiques et qu'on décide. En Algérie, malheureusement, l'économie est une affectation des ressources. On n'en est pas encore à la création des richesses. Mais la question, c'est comment les affecter, et ce sont des décisions politiques. C'est des choix politiques. Mais il faut se rendre clairement compte que la mission du gouvernement, ce n'est pas de gérer les affaires du pays en faisant au mieux, ni de se projeter dans l'avenir. Le gouvernement gère les conséquences de l'état de santé du président Bouteflika. Il faut admettre cette idée. Et donc, à partir de là, est-ce que le gouvernement fait bien les choses? Oui, il le fait bien. Alors, hormis tout ça, quand même, vous n'avez pas vu une espèce d'évolution dans le discours. On est passé de tout va bien à préparez-vous, il va se passer quelque chose. Il n'y a pas que dans le discours. Il n'y a pas que dans le discours. Il n'y a pas que dans le discours. Mais parce que le monde entier est en train de constater que le prix du pétrole s'effondre. On a des ministres dominants. C'est-à-dire, quand Draghi disait que l'Algérie ne pèse pas sur l'OPEP, c'est le cas du Venezuela et de l'Iran. Le décideur, c'est l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite est décideur? Parce que quand on décide de réduire la production, c'est l'Arabie Saoudite qui s'en charge. C'est elle qui réduit sa production, c'est pas les autres. Quand l'OPEP va décider qu'on réduit 2 millions de barils, c'est pas l'Algérie ou l'Iran qui vont... C'est plus. Non, c'est elle qui régule. Aujourd'hui, il n'y a pas de quota. Là, il nous l'a expliqué à Attard la dernière fois. Il y a un plafond de 30 millions de barils. Et quand il y a une baisse ou un besoin, c'est l'Arabie Saoudite qui, parce qu'elle peut. Donc aujourd'hui, elle ne trouve pas son rôle. Mais elle dit je ne baisse pas ma production. Mais le problème, c'est pas l'Arabie Saoudite. Et le problème, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est notre gestion, nous, de cette situation qui aurait dû se faire depuis le début. On a parlé d'une évolution du discours. Par rapport à ce que dit Abed, une seconde. Par rapport à ce que dit Abed sur la capacité du gouvernement à réagir ou pas. Il n'y a pas que du discours. Effectivement, il y a une évolution. On la constate. Le discours a changé, mais ce n'est pas que le discours. Moi, je sais que la semaine dernière, le gouvernement a lancé une consultation restreinte auprès de cabinets internationaux pour qu'on produise une étude rapidement sur comment peut agir le gouvernement pour réduire,
pour faire face à cette crise-là. Donc, déjà, il externalise la compétence qui permet de répondre. Il recherche. J'ai donné une interview hier sur ce thème. Voilà. Il l'a pas en interne. J'ai raté une consultation. Voilà. Tu vois. Alors, il se trouve que dans le monde, dans le microcosme des cabinets qui peuvent analyser ce type de situation et apporter des réponses, c'est un réseau relativement fermé et c'est retombé dans un circuit où il y a des éléments de Nebni qui se sont rendus compte qu'une partie des propositions que Nebni a fait depuis 2 ans pour faire face à l'iceberg qui arrive, une partie vont partir dans ces études qu'on va vendre à un prix très cher au gouvernement algérien. Et la question, alors que c'est gratuit, c'est affiché sur Maghreb Émergent, puisque nous sommes partenaires de Nebni, on peut cliquer sur le site de Nebni et avoir une grande partie des réponses. Je ne fais pas de la publicité, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça va être vendu à Sellal par des cabinets internationaux et dans une bonne partie, ça va être repris. Mais l'expertise, effectivement, elle n'est plus chez le gouvernement et depuis longtemps. Et je vais ajouter que quand le gouvernement change de discours aujourd'hui, il peut effectivement changer de discours, mais ça n'a aucun sens. Ça équivaut un petit peu à un Algérien majeur qui se dit en 1960-1961, qui se dit qu'il faut peut-être rejoindre le FLN. Avoir cette pensée dans les années 30, dans les années 40, ça avait un sens pour quelqu'un qui a de l'ambition politique. Mais ce discours on n'est pas dans l'austérité de ce qui est proposé aujourd'hui. On est dans des évidences. La subvention des hydrocarbures, ça fait 15 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans. Est-ce que vous avez lu les propositions du professeur Mebtoul ? Encore une fois, désolé de faire de la publicité à Maghreb Émergent, il fait 20 propositions et il propose de supprimer, par exemple, les programmes des tramways. Il dit à des villes qui n'ont pas besoin de tramway dans les années qui viennent, c'est pas nécessaire. Il propose de supprimer. Il propose de décaler le projet de l'autoroute des hauts plateaux. S'il y a quelqu'un des hauts plateaux d'ici, il peut protester. Donc voilà, on commence à aller dans le concret. Hein. On commence à aller dans le concret. Mais d'autres proposent que ces projets ne soient pas financés par l'État, mais par des montages financiers, comme ça se fait dans tous les autres pays du monde. Sauf qu'en Algérie, on décide que ce soit l'État qui fasse. Mais il faut vous rappeler, tu parles de quel pays ? Rappelle-toi que tu es en Algérie, le gouvernement, c'est pas sa mission. Je parle du Maroc. Il est là, le gouvernement est là pour autre chose. Il n'est pas là pour réfléchir à l'avenir de l'Algérie. Alors, donc si j'ai bien compris, ces déclarations politiques, cette nouvelle orientation politique, en tout cas dans le discours, va peut-être s'appliquer. Pourquoi pas ? Peut-être que... pourquoi est-ce que finalement, la décision qui est annoncée aujourd'hui, pas grand-chose selon vous, ne peut pas s'orienter petit à petit vers des décisions impopulaires ? Et pourquoi pas ? C'est clair qu'aujourd'hui, le gouvernement tel qu'il est ne peut pas prendre une décision d'emblée comme ça et dire je vais toucher aux subventions, mais pourquoi ça ne se ferait pas graduellement et peut-être en 2015 ? Parce que c'est un gouvernement qui gère une situation où les objectifs sont assez contradictoires. D'un côté, on dit on soutient les subventions, etc. Mais d'un autre côté, on sert les riches. Et donc, à un moment ou à un autre, un gouvernement doit représenter quelque chose. Pour l'instant, ce gouvernement représente tout le monde et donc il ne représente rien. Et donc, il représente les plus puissants en général. Alors, j'ai noté, pour ne pas aller tout de suite dans une confrontation de classe sociale, j'ai noté la présence du général Gaïd Salah à cette réunion où il y avait aussi le gouverneur de la Banque d'Algérie, ce qui n'est pas le moindre des présents. Ça voudrait dire peut-être que le principal budget aujourd'hui qu'on peut toucher rapidement sans qu'il y ait de mécontentement populaire, c'est celui de l'ANP, qui est un budget de puissance régionale que nous ne assumons pas, qui est totalement hypertrophié, qui est totalement injustifié, qui est totalement opaque, qui échappe au contrôle de l'Assemblée nationale et qui est piloté par un ministre, un vice-ministre de la Défense sulfureux aujourd'hui, qui est pris qui est aujourd'hui pris, il faut le dire, hein, enfin avec l'affaire de Annaba et la mort du Wali de Annaba. Voilà, qui est pris dans des rumeurs d'affaires, etc., qui font qu'aujourd'hui on doit parler de ce budget aussi. Évidemment. Je précise que je suis invité à Maghreb Émergent et que je n'ai rien à voir avec cette entreprise. Non, on n'est pas dans le procès. Non, on n'est pas dans le procès. On parle de quelles sont les coupes sans toucher le djihan. Ceci dit, je vais dire quelque chose. Je demande à Souheila Ben Ali de ne pas le dire au gouvernement ni à Sellal.
il est possible aujourd'hui de prendre des mesures. Le mot impopulaire n'est pas bon. C'est des mesures de rationalité économique pour aller à des subventions efficaces et raisonnables. On peut prendre ces mesures, effectivement, mais sans qu'il y ait de casse, si on règle le préalable politique. Ces mesures, un gouvernement légitime peut les prendre. Un gouvernement qui a un projet politique peut les prendre. Si on supprime les subventions pour continuer dans la gabegie sur le reste, ça n'a aucun sens. Donc, de quelque manière qu'on retourne la situation, on se retrouve toujours face au verrou politique. Il faut régler le verrou politique. Le reste, ça va être des détails techniques. On peut, le rythme, par exemple, la subvention des hydrocarbures, elle porte sur 80% des prix. On peut décider que raisonnablement, elle devrait porter sur 20 à 30% du prix. OK. Quel est le délai pour la mettre en œuvre? 3 ans, 5 ans, 7 ans? On peut en discuter. Ça va être des mesures techniques, des simulations, des courbes, des tableaux que vont faire les spécialistes. Mais le choix politique préalable doit être fait. Sinon, ce n'est pas jouable. Alors, la transition est toute faite. Tu as évoqué le décès du Walid Annaba. Je crois que la gestion de toutes ces difficultés sur le terrain, le Walid Annaba l'a un petit peu payé. Oui, il y a un climat particulièrement délétère. Enfin, dans la presse, les comptes rendus. Alors, peut-être qu'on peut rappeler que le Parti des travailleurs, parce que bon, c'est pas Radio M, moi, il y avait des gens qui posent ce problème. Il y a un député de l'Assemblée nationale qui propose d'ouvrir une enquête sur la mort du Walid Annaba en disant que c'est lié. Le Parti des travailleurs, M. Tazib, qui dit que c'est lié à des pressions qu'il aurait subies, des milieux d'affaires, etc., des journaux sites de haute autorité, d'autres sites, le général Gaïd Salah, qui est de Annaba et qui aurait des intérêts dans la ville et dont le réseau d'affaires aurait exercé des pressions sur l'Ouali. Tout ça doit, évidemment, ce sont des rumeurs, c'est ce qui se dit, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est ce qui se dit, donc ça pose un problème, ça pose un vrai problème. Sur les réseaux sociaux, il a été clairement écrit que ce Wali aurait été, disons, violenté par le fils du général Gaïd Salah, qu'un journal qui s'appelle Edoug News, qui appartiendrait, là je mets un conditionnel, qui appartiendrait au fils du général Gaïd Salah, a démenti cette information en disant c'est pas vrai, il est bien portant, etc. Et quelques jours plus tard, il est mort. Donc ça, c'est les faits avant. Ce qu'il y a autour, c'est ce que vient d'évoquer Hassan. Moi, j'ai vécu à Annaba. C'est une ville assez particulière où l'information circule. J'ai vécu déjà sous le parti unique. Une information circule très fortement à Annaba. Les gens parlent, discutent. Et ce qui se passe à Annaba, c'est qu'on parlait par exemple des subventions maintenant. C'est-à-dire, si vous attaquez les subventions, vous allez frapper les plus grands nombres. Alors que vous avez, sur le foncier, vous avez des opérations d'accaparement du foncier où des gens puissants s'accaparent des terrains, des lots, etc. Et ça crée un climat, et à Annaba actuellement, j'ai des amis qui sont à Annaba, ils disent qu'effectivement le climat est particulièrement délétère, les gens sont choqués. Tazib l'a dit, il dit que de Annaba, les gens les appellent pour dire il n'y a pas d'État, il n'y a plus d'État. C'est ça le message qu'ils ont envoyé. Et c'est grave. Tazib, d'ailleurs, c'est un membre du Parti révolutionnaire, mais il n'est pas dans une logique révolutionnaire. Il a fait cette déclaration en disant que c'est la coupe qui risque de faire déborder le vase. Et c'est un message très, très lourd, pondéré, qu'il vient d'envoyer sur Annaba. Alors sur le plan sécuritaire, on a eu du nouveau cette semaine avec l'annonce de l'assassinat du responsable de l'assassinat, de la mort de l'assassinat donc d'Hervé Gourdel. Il y a maintenant, ça s'est passé il y a au mois non pas le décès, le 20 septembre. Voilà. Donc c'est une victoire pour l'ANP. Oui, c'est une victoire pour l'ANP, mais d'ailleurs c'est l'ANP qui avait déclaré le jour même avoir décimé complètement le groupe Les Soldats du Califat. D'ailleurs, Abdel El Ghouri a été tué par l'armée le jour où son procès devait s'ouvrir, son procès à lui et celui d'autres terroristes qui activaient dans les années 90. Mais aujourd'hui, nous sommes au fond d'une bataille entre le DRS et l'armée, parce qu'aujourd'hui il y a
il y a des rapports qui disent que ce sont les services de renseignement eux-mêmes qui avaient identifié Abdelmalek Gouri et qui avaient planifié l'opération qui a mené à sa mort. Donc c'est une manière aussi planifié et exécuté apparemment l'opération en compagnie de 2 de ses acolytes. Ils étaient en voiture. On parle d'un bombardement par hélicoptère bien ciblé. Et donc, donc il y a 2 versions contradictoires sur cette histoire. Absolument. Attends, oui, absolument. Alors, moi je vais faire le rapporteur, hein, puisque j'ai lu, j'ai pris un article d'El Bilad, un article très étonnant qui disait que voilà, ce succès dans la liquidation du Gourdel est le résultat du fait que la direction de la sûreté de l'armée a été enlevée au DRS pour être remise à l'état-major. Et que c'est un grand succès de l'état-major, et que c'est un signe que la réorganisation du travail, des prérogatives entre le DRS et l'état-major apporte ses fruits. Ça, je l'ai lu dans le Bilad. Je prends Al-Khabar, c'est un ce sont le récit de l'opération, c'est totalement le DRS qui a managé l'opération et la liquidation de Gouri. Et donc, on est dans une bataille qui se déroule dans les médias, comme toujours en Algérie. Le jeu politique, il faut le dire, ça se déroule dans les journaux. Il ne se déroule nulle part ailleurs. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale, ce n'est nulle part ailleurs, c'est dans les journaux. Et donc, on a clairement une bataille de l'appropriation de la victoire de ce résultat. Et le gagnant, c'est qui ? La victoire de l'armée ou des services de sécurité ? Donc, on est dans le conflit qui a précédé le 4e mandat. Tout à fait. Le conflit entre Tawfiq Medine et Gaïd Salah, qui a été tranché en faveur de Gaïd Salah, donc pour le maintien du président Bouteflika. Ce conflit perdure et apparemment on risque de l'avoir pour la succession. Je vois mal l'Algérie organiser une succession démocratique, c'est à désespérer, mais c'est ce que je vois, et donc on risque d'avoir la même configuration dans quelques temps. Alors le vainqueur, de mon point de vue, dans cette affaire, ce n'est ni le général Gaïd Salah, ni le général Tawfiq, parce que il y a quand même eu la mort d'un ressortissant français en Algérie, dans le nord de l'Algérie. C'est un très grand revers. Et le fait d'éliminer celui qui a provoqué cette mort ne peut pas être considéré comme une victoire. J'ai lu des commentaires de presse dithyrambiques sur la loyauté des services de sécurité, leur efficacité, etc. Bon, c'est un peu comme si on parlait de victoire après la prise de la base de Tigenturin. C'est pas récupérer la base, c'est pas une victoire. L'avoir perdu est tellement infâme et honteux pour la sécurité algérienne que avec le nombre de morts que ça a fait, le nombre d'otages que ça a fait, je ne veux même pas en parler. Pour moi, le vainqueur, c'est Druzkel. Le vrai vainqueur, c'est Druzkel. Il reste le patron de l'AQMI en Kabylie. Il y a eu une dissidence, l'ANP lui a enlevé la dissidence. Pour ajouter, il y a eu, voilà, ils l'ont aidé. Et ça reste l'interlocuteur principal de l'armée qui est dans un deal depuis très longtemps avec l'AFN, c'est ma thèse. Il est dans un deal depuis très longtemps. C'est quoi? C'est une information. Juste pour ajouter un élément qui se déroule dans la presse, je suis un grand lecteur de la presse, le journal El-Mehwar dit que un proche de Druzkel a donné le maximum d'informations sur Gouri. Et que c'est ça qui a globalement permis la liquidation de Gouri. Voilà. Attends, donc on est face à 2 conflits. un à l'intérieur du pouvoir, Gaïd Salah, Tawfiq Medine, un autre entre Daesh et... Entre Daesh et l'AQMI. Et l'AQMI a éliminé Daesh. A aidé à éliminer Daesh. C'est peut-être pas comme ça que ça s'est fait mécaniquement. Mais quand on regarde de l'extérieur, il n'y reste plus qu'un grand chef terroriste en Kabylie, c'est le même, c'est Abdelmalek Druzkel. Ceci dit, ce Daesh était une dissidence réduite, en tout cas d'après les infos qui circulent aussi dans les journaux. À 14 éléments. 21 éléments au tout départ. Qui ont fait un attentat quand même sanglant le lendemain de la réélection de Bouteflika pour le 4e mandat, qui est quand même un attentat très lourd avec 14 soldats de l'ANP. Donc c'est quand même pas rien du tout. Ils l'ont fait quand ils étaient encore AQMI. Attention, oui. Ils étaient encore AQMI. Donc pour rester, donc leur fait d'armes après leur dissidence, c'est l'assassinat de Gourdel. Et donc ils étaient 21. Aujourd'hui, d'après les chiffres que fait le Khabar, il ne reste que 16. Ils ne sont pas éliminés.
reste que 16. C'est-à-dire les grandes opérations qu'a menées l'armée dans le Djurdjura ont éliminé 10 terroristes, selon les chiffres, mais ils ne sont pas tous du groupe de Daesh. Voilà. En un mot, Hsen, parce que ce que tu viens de dire est important, c'est une information que tu donnes. En un mot, la conclusion, c'est quoi? Non, quand tu dis que... la conclusion, c'est que... Enfin, c'est une lecture, hein, à ce moment-là. Bon, on s'éloigne un peu du factuel. Tu te bases quand même sur de l'info. Non. Il y a eu, depuis les attentats d'Alger de 2007, palais du gouvernement, en mai, siège des Nations Unies à Hedra et siège du Conseil constitutionnel à El Biar en décembre, il y a eu une sorte de modus vivendi, il n'y a plus d'attentats à Alger. Et le patron de l'AQMI, qui est responsable direct de ces attentats, on dit que c'est Gouri qui était à la main de... Mais c'est lui le chef politique. Est resté en Kabylie tout ce temps-là, il n'a jamais été réduit. Il a fait des opérations, parce qu'il faut bien en faire, mais il n'a jamais été réduit. Il est dans un triangle entre Bjaya, au nord-ouest, au nord-est, on va dire Azfoun, ou Tigzirt au nord-est, et Bouira au sud. Dans ce triangle-là, il circule et il y a une dissidence qui apparaît, qui fait une opération qui peut-être sort du cadre. Peut-être, c'est vrai qu'il l'a fait sous AQMI, l'opération du lendemain de la réélection de Bouteflika, et il se sépare, il a sa propre bannière, et il est éliminé. Et d'ailleurs, il y a des journaux qui disaient il n'a pas la stature d'un chef. Pour durer, il va être éliminé rapidement. Ils ont annoncé sa mort dès qu'on a su que c'était lui. Ma lecture, c'est que